Bien, il est 19h. Rebonsoir à toutes et à tous et bonsoir à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour le deuxième webinaire de ce cycle de 5 webinaires organisés par les différentes coopératives du réseau Enercop et donc qui sont à destination de tous les sociétaires. Et celui-ci est ouvert également au grand public puisque on est pendant le mois de de l'économie sociale et solidaire. Je me présente, je m'appelle Céline Bollard, je suis chargée de vie coopérative au sein d'Enercop Hauts-de-France et je vous parle donc en direct de Lille. Mon rôle est de faciliter et d'animer le webinaire. Donc pour information, il est enregistré et sera accessible en replay, comme les autres webinaires du cycle, sur la chaîne YouTube d'Enercop, mais aussi sur le village en ce qui concerne les sociétaires. Le titre de ce webinaire pose une question: quel futur désirable, capitalisme ou coopérative? Donc en effet, devant l'urgence sociale et climatique, les appels à sortir du capitalisme se font de plus en plus nombreux. Et ce webinaire qui met en parallèle donc le capitalisme et les coopératives sous-entend un certain nombre de questions. En quoi les coopératives, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc SIC comme Enercop, sont-elles des alternatives aux entreprises capitalistes? Comment peuvent-elles contribuer à l'émergence d'un modèle d'entreprise post-capitalisme et quels sont les points forts du modèle coopératif, mais aussi ses limites? C'est un sujet qui est riche et donc pour vous en parler au mieux, nous aurons la chance d'accueillir dans quelques instants un invité qui est membre du bureau des licornes, Adrien Montagu, et qui est également cofondateur de Command. Je suis également accompagnée techniquement par des collègues, dont Sandrine, Nina et Julie, qui récolteront et filtreront vos questions, donc que vous pouvez poser dans un module questions et réponses qui est en bas de votre écran sur Zoom. Donc n'hésitez pas à intervenir dans ce module de questions et puis à mettre ou à mettre un like sur certaines questions qui vous semblent pertinentes ou qui vous intéressent. Donc avant de donner la parole à Adrien, je vous rappelle un petit peu le déroulé de ce webinaire qui durera 1 heure, donc qui finit à 20h. Il y aura environ 30 minutes de présentation et 30 minutes de temps d'échange où on va répondre à un maximum de vos questions. Voilà, je pense qu'il est maintenant temps d'accueillir Adrien, donc notre invité. Bienvenue, Adrien. Je te laisse prendre la parole. Oui, merci. Du coup, je fais juste la petite manip pour remettre en plein écran. Alors, merci pour cette invitation. Donc, alors, j'espère pouvoir tenir le timing. Je commence par un petit préalable pour m'excuser dans le sens où j'ai repris un petit peu la présentation au vol suite à une contrainte d'agenda de Chahine, le secrétaire général des Licornes, ce qui fait que j'ai préparé la présentation aujourd'hui. Donc, en termes de timing, on va voir si je suis capable de respecter les 30 minutes, mais ce n'est pas évident. Euh, et donc, on se retrouve pour essayer de comprendre comment les coopératives peuvent s'inscrire en défaut du capitalisme. Et dans un premier temps, on trouve intéressant de faire un peu un bilan et de comprendre en quoi le capitalisme était nécessaire à changer de manière un peu radicale. Et pour commencer, on souhaitait euh, aborder deux notions, celle de l'anthropocène et celle du capitalocène, qui toutes deux sont compatibles avec le constat du GIEC qui a depuis un moment entériné le consensus sur l'origine anthropique du changement climatique. Et donc, si on prend dans un premier temps la notion d'anthropocène, celle-ci est associée au fait que les activités humaines seraient telles qu'elles seraient capables de modifier notre environnement au point de dessiner une nouvelle ère géologique spécifique et de modifier les différentes couches de la Terre, c'est-à-dire aussi bien les couches atmosphériques que la biodiversité, la couche du vivant et voire certaines premières couches géologiques. J'ai illustré cette notion-là par
par des graphiques qui sont souvent associés à l'Anthropocène, qui représentent ce qu'on appelle la grande accélération, où on voit sur tout un ensemble d'indicateurs des explosions exponentielles, que ce soit sur le transport, la consommation d'engrais euh, euh, ou la population urbaine. Et une question qui se pose sur cette notion d'anthropocène, c'est souvent de savoir si véritablement ce sont tous les humains qui sont responsables du, qui sont responsables des bouleversements environnementaux ou si c'est une certaine partie de la population. C'est pour ça qu'il y a une autre notion qui est proposée. Hop là, si ça va, s'il y a un petit degré de latence, du coup, ça va faire des petits couacs. C'est celle du capitalocène, qui est plutôt proposée par l'écologue et géographe Andreas Malm. Et donc, plutôt qu'une responsabilité de tous les humains, lui, il propose de pointer du doigt le capitalisme reposant sur les énergies fossiles. Mais là où on pourrait questionner cette notion, c'est est-ce que dans ce cas-là, la surproduction de biens et de services, mais bon, c'est surtout la surproduction de biens là dont il est question, et la surconsommation, est-ce qu'elles sont propres au capitalisme ou pas? Puisque si on pense uniquement capitalocène par le prisme des énergies fossiles, on occulte une partie de la question. Et puis, donc ici, vous aurez reconnu à droite hein, la mine de lignite de charbon en Allemagne, qui fait l'objet de manière récurrente de mouvements d'opposition citoyenne, euh, euh, qui est un désastre à ciel ouvert assez impressionnant pour les personnes qui sont déjà allées. C'est assez sidérant. Alors, on va commencer par une question bête, c'est quoi le capitalisme? Alors, une façon assez personnifiée de l'illustrer serait de prendre la photo de notre cher Bernard Arnault, mais pour une définition un peu plus académique, je vous propose celle de Alternative économique qui est celle-ci, qui dit que c'est un système social caractérisé par la propriété privée des moyens de production et par la vente de la production qui en résulte sur des marchés où offre et demande s'ajustent aux moyens de la variation du prix. De fait, la propriété privée des moyens de production, la recherche du profit joue un rôle essentiel à la fois pour orienter la production et pour financer les investissements. C'est le principal moteur en fait de ce système que l'on connaît bien. Donc, pourquoi interroger le dépassement du capitalisme? On peut le faire sous différents aspects. Le premier, historique, hein, c'est bien sûr la critique marxiste qui, dès le 19e siècle, critiquait ce système au travers du rapport de domination qu'il induisait par les détenteurs des capitaux sur les travailleurs. Donc on avait une dépossession de la valeur créée par le travail des uns, exploitation, un accroissement des inégalités et des richesses de l'autre, avec une aliénation des travailleurs, processus de déshumanisation. Donc ça, cette critique-là, elle est bien entendu toujours d'actualité, hein, puisque si on prend juste la question de l'aliénation des travailleurs, si on prend par exemple la robotisation qui s'opère dans les entrepôts Amazon, eh bien où les personnes qui travaillent au sein de ces entrepôts sont assujetties à des intelligences artificielles qui calculent leur ratio de déplacement dans l'entrepôt, on voit bien jusqu'où est capable d'aller l'aliénation du travail. On peut également, bien sûr, avoir une critique environnementale du capitalisme, puisque, comme on l'a vu, celui-ci a pour principal moteur la recherche de profit, et donc ça va induire une recherche des coûts de production les plus faibles possibles. Donc ici, pour l'illustrer, j'ai pris un exemple que je connais bien, puisque c'est une des thématiques à laquelle s'attaque ma coopérative, c'est celle des métaux. Et donc sur la gauche, vous avez une mine d'étain en Indonésie qui se fait dans des conditions environnementales désastreuses, où il n'y a aucune précaution qui sont prises, et où en fait on a des archipels autour desquels l'intégralité des coraux sont détruits, puisque les résidus miniers sont déversés dans l'océan sans prendre la moindre précaution. Et donc, si on s'interrogeait sur la relocalisation
de la production minière en France, ben, c'est ce qui se passe en ce moment, hein, puisque indépendamment des coûts de production qui vont être énormes, beaucoup plus importantes en France, la question minière est peut-être l'exception qui confirme la règle, puisque c'est aussi assujetti à des problèmes géopolitiques. Et donc, il y a un enjeu de souveraineté nationale dans la production des métaux. Mais ici, si j'ai choisi cette mine d'étain, ben, j'ai vu qu'il y avait des gens de Bretagne. On pourrait tout à fait imaginer ce paysage-là à Tréguennec, puisque Tréguennec est un gisement d'étain, tantale et néodyme, ou ouais, c'est niobium. Alors, ouais, je sais plus si c'est, non, ça doit pas être du néodyme, qui, euh, qui est très attractif. Donc, quand on va devoir se questionner pour rapatrier les externalités environnementales que le capitalisme a eu tendance à déporter à l'autre bout du monde par des recherches de baisse des coûts de production, ben, peut-être qu'on va en venir à questionner nos besoins véritables quant à l'extraction de ces ressources. Toujours sur la critique environnementale, et elle est aussi associée, donc, comme on l'a vu, à une augmentation des inégalités en termes de richesse, et celle-ci est souvent lié à une irresponsabilité environnementale des plus riches. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y a le dernier rapport d'Oxfam qui a été publié et où on lisait qu'en France, les 1% les plus riches émettaient autant de CO2 en un an que les 50% les plus pauvres en 10 ans. Donc là, on voit bien qu'il y a un sujet puisque l'accumulation des richesses, au bout d'un moment, bah, de fait, incite à la gabegie, dans le sens où, une fois on possède 1 million, bon, on va savoir éventuellement quoi en faire, on va pouvoir faire des dons à droite à gauche, mais à partir de 10, ben, il va falloir qu'on le dépense, on va acheter un jet, on va acheter un yacht, on va commencer à faire à peu près n'importe quoi avec son argent. Et donc, on va avoir un comportement profondément climaticide. À ces deux premières critiques, on pourrait ajouter également la critique féministe. Il pourrait y avoir un grand nombre d'autres critiques qui pourraient être ajoutées. Si j'ai rajouté celle-ci, je dois dire c'est parce que j'ai vu le documentaire féministe What the fuck, documentaire germanophone qui est sorti il y a quelques temps, mais je l'ai vu la semaine dernière et ça m'a fait penser à ça et je trouvais que c'était intéressant de le rajouter dans le sens où en fait, le travail des femmes, et notamment le travail domestique, est une source d'économie énorme pour le capitalisme, puisque en 2010, l'INSEE évaluait que celui-ci représentait à peu près un tiers du PIB français. On peut également évoquer le travail reproductif, puisque en fait, contrôler le corps des femmes, quelque part, c'est la garantie d'avoir un contrôle sur le renouvellement de la ressource humaine, si on est vraiment très caricatural sur ce sujet-là. Bien entendu, ici, j'aurais pu mettre d'autres références. En préparant ce slide, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je rajoute à ma liste de lecture les livres de Françoise Daubonne, qui a été une des premières autrices dans les années 70 à lier patriarcat, capitalisme et enjeux environnementaux. Mais n'ayant pas lu les livres, j'ai préféré mettre ce documentaire à la place, puisque au moins je pouvais en parler. Et donc dans ce documentaire, vous trouvez des sociologues notamment qui témoignent et qui expliquent de manière limpide les liens entre capitalisme, patriarcat, et c'est particulièrement intéressant. Si on devait résumer un petit peu les raisons qui nous pousseraient à essayer de dépasser le capitalisme, ce serait de résumer le capitalisme en un schéma, avec d'un côté le premier driver qui est la recherche de profit, ce qui pousse à l'accumulation. Ah, c'est génial, on voit ma souris, trop bien. Ok. Donc, c'est ce qui pousse à l'accumulation du capital productif et qui, dans un contexte de concurrence, va avoir tendance à faire baisser les taux de profit. C'est-à-dire que dans un marché où de nombreux acteurs capitalistes vont s'entretuer ou vont rentrer en compétition pour accumuler du capital, eh bien, pour une même unité de production, on va avoir une baisse des taux de profit. Ce qui fait que les acteurs marchands vont rentrer dans une course à la recherche de nouvelles sources de profit qui va soit
passer par l'élargissement des débouchés, donc vendre plus d'unités. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui va être associé à des dynamiques de surproduction. C'est par exemple le cas, encore une fois, d'Amazon que je connais bien, où pour pouvoir gagner des parts de marché, la plateforme met en place un système d'abondance, en fait. Même si les clients potentiels ont déjà tout ce qu'il faut en termes de produits, le simple fait de proposer de l'abondance, ça va permettre de générer du trafic et de générer des achats en concurrence avec les autres acteurs marchands qui pourraient avoir autour d'Amazon. Dans un autre, et donc ça, bien forcément, cette dynamique de surproduction, ça va avoir pour conséquence une augmentation de la consommation de ressources. Parallèlement, la recherche de la baisse des coûts de production va avoir tendance à dégrader les règles de protection sociale et environnementale. Et donc ça, je pense que c'est assez évident, hein. On peut parler des délocalisations qui sont faites dans le textile pour réduire progressivement la main-d'œuvre dans un premier temps en Europe de l'Est, puis en Asie, etc. Donc là, c'est une des implications sociales. Et donc, ça nous amène aux coopératives contre le capitalisme. Alors, on tenait, avant de se présenter en tant que solution parfaite au capitalisme, rappeler quand même un point d'attention, à savoir que les coopératives sont une modalité d'organisation de l'activité économique qui sont cadrées par des principes coopératifs, notamment les 7 principes coopératifs de l'Alliance coopérative internationale, et par des lois qui varient en fonction des pays. Et tout ceci aboutit à un statut juridique d'entreprise qui cadre l'activité économique qui est développée. Par contre, le capitalisme, on est plus sur un régime un peu plus global. Et donc, comparer les coopératives au capitalisme, c'est peut-être un peu un abus de langage ou un peu trop ambitieux. Et donc, nous, on souhaitait, dans un premier temps, enfin, de manière un peu plus modeste, comparer 2 typologies d'entreprises. D'un côté, les sociétés de capitaux et d'un autre, les sociétés de personnes. Puisque, en fonction de ces différentes sociétés, on va avoir des caractéristiques très précises. Donc, premièrement, les sociétés de capitaux, donc c'est des sociétés commerciales qui peuvent être individuelles, collectives ou cotées en bourse, avec des statuts juridiques multiples et variés, de la SASU à la SAS en passant par la SA. Dans ces sociétés, le capital fonde le pouvoir et celui-ci est proportionnel au nombre de parts sociales. On parle souvent d'actions détenues. Donc, plus vous allez posséder d'argent dans l'entreprise, plus vous allez avoir un pourcentage de pouvoir important dans les décisions qui vont être prises dans l'entreprise. Dans ces sociétés-là, les sociétaires ou associés des sociétés sont principalement appelés des actionnaires. Et l'objectif de ces sociétés est bien sûr donc essentiellement la maximisation du profit au bénéfice des actionnaires. A contrario, dans les sociétés de personnes, qui vont regrouper toute une typologie de sociétés, des mutuelles aux associations, en passant bien sûr par les coopératives, on va avoir un autre schéma qui est basé uniquement sur la personne. C'est-à-dire qu'ici, une personne égale une voix, ce qui augmente grandement le principe démocratique qui régit les gouvernances de ces structures. Puisqu'indépendamment de l'argent que vous allez avoir le même pouvoir dans la structure. L'objectif n'est plus la recherche du profit, mais il est essentiellement de répondre aux besoins des membres de la coopérative. Dans ces structures, on a une lucrativité qui est nulle ou très limitée, et les sociétaires ou associés sont appelés des coopérateurs et coopératrices. Donc tout ceci, alors j'espère que je ne vais pas trop vite, hein, mais n'ayant aucune idée du nombre de temps que je vais mettre, je préfère dérouler. Je suis à peu près à la moitié des slides, je pense. Donc ça nous amène donc au financement des coopératives dans un régime capitaliste. Clairement, là, on touche une des limites du modèle coopératif, dans le sens où, de par la lucrativité très limitée, on va avoir un peu de mal à accéder aux sources de financement dites classiques. Et alors,
comment ça se traduit cette lucrativité limitée? Eh bien, d'une part, les parts sociales ne donnent pas droit à des dividendes, ou alors c'est très limité, puisque on est obligé, notamment dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, celles que je connais le mieux, de réinjecter minimum 57% des excédents dans les réserves impartageables de la coopérative. Mais la plupart du temps, ce qui est pratiqué, c'est que la totalité des excédents sont réinjectés dans la réserve impartageable pour pérenniser l'outil de production. La revente de parts sociales ne donne pas lieu à de plus-value de cession et les parts sociales ne donnent pas de pouvoir de vote ou de contrôle en proportion de leur montant. Donc ça, c'est le principe d'une personne égale une voix, puisque souvent, en fait, les investisseurs sont intéressés à l'idée d'investir dans une structure pour prendre des décisions sur la gouvernance, sur la stratégie, et ils pensent qu'en mettant un gros billet sur la table, ils vont pouvoir influencer la stratégie d'une entreprise. Et ce n'est pas du tout le cas dans une coopérative. Donc, de fait, les investisseurs classiques sont pour le moins assez peu intéressés par le modèle, par les structures coopératives. Donc, les coopératives, elles vont se financer par l'apport en capital de leurs membres et par, bien sûr, les activités économiques qui génèrent des résultats associés à leur activité. Elles se financent également par la dette et souvent, les banques conditionnent l'accès au prêt à la détention de capitaux propres proportionnels aux besoins. En fait. Donc, les coopératives, ce dernier point, ça implique que les coopératives ont vraiment besoin de capitaux propres de manière récurrente et de manière qui peuvent être vraiment importants. Donc, c'est notamment pour cette raison que bon nombre de coopératives de l'Alliance des licornes ou même plus largement font très souvent des appels au sociétariat, puisque c'est une source de levier, ça a un effet de levier très important sur sa capacité à fonctionner et à financer ses activités. Donc la vitalité coopérative à l'épreuve du temps et du milieu. Donc ici, c'est pour rentrer un petit peu dans un contexte un peu, enfin voir comment les coopératives s'inscrivent au sein du capitalisme, puisque c'est un petit peu le sens de ces slides. Si on souhaitait, alors, si on souhaite conserver l'esprit coopératif alors que l'on développe une activité, une entreprise dans un monde qui est dominé par des modèles d'entreprise capitalistes, il faut constamment faire de la formation en interne et transmettre la culture coopérative au sein de nos entreprises, parce que autrement, on risque de perdre en fait l'implication des coopérateurs et des coopératrices qui y prennent part. Et également, il y a un risque de perte de culture d'entreprise chez les nouvelles personnes qui viennent à travailler chez nous et qui, par facilité, risquent de reproduire les codes du modèle capitaliste qui existe par ailleurs. Et donc là, en fait, il y a un vrai enjeu d'animation du sociétariat et de formation des personnes qui rentrent dans nos coopératives qui est vraiment fondamental. Par ailleurs, depuis plus de 200 ans, on constate que quelque part, la coopération et les coopératives sont solubles dans le capitalisme, puisque ça serait assez naïf de penser que aujourd'hui les structures coopératives sont complètement affranchies du capitalisme. Et pour l'illustrer, j'ai essayé en fait, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à essayer de créer pour notre coopérative un indicateur d'exposition au capitalisme qui aurait pour ambition de référencer l'intégralité de nos fournisseurs, de nos producteurs, de nos prestataires, de nos clients, d'évaluer les flux financiers qui sont associés à ces différents partenaires et de classer les partenaires en fonction de leur nature. Est-ce que ce sont des sociétés de personnes? Est-ce que ce sont des sociétés de capitaux? Est-ce que on va rentrer dans des organismes d'État ou dans le cas de la Poste, bon, c'est un peu borderline. Et donc chez nous, on a différents acteurs qui gravitent autour de notre coopérative. On a par exemple les producteurs d'appareils électroniques. Donc la majorité, ce sont des sociétés de capitaux, même si bon,
Fairphone, ils sont labellisés Bicorp. Alors, on pourrait considérer que ce sont des gens bien, mais pour autant, ils ne sont pas au niveau de Moodixia ou des ateliers du bocage qui ont des statuts coopératifs. Notre dépendance aux GAFAM et aux médias est assez importante aujourd'hui, même si on a réussi à supprimer Twitter récemment pour le remplacer par Mastodon. Et on a des questions d'ordre existentiel. On a eu payé pour essayer une fois une interview vidéo chez Le Figaro. Donc, directement, ma coopérative a financé le groupe Lagardère. Et donc, ça pique un petit peu. De même, au niveau des clients pro, on va avoir des structures, somme toute, assez classiques en termes de structure, de société de capitaux. Donc, une structure pharmaceutique que j'ai mentionnée, un cabinet conseil Exalt ou d'autres. Et puis, on a bien sûr des sociétés de personnes telles que la coopérative Évolution, BL Évolution, que vous connaissez, Enercop, que je ne cite pas, et les Amis de la Terre, par exemple. Donc, on va avoir différentes typologies d'acteurs qui gravitent autour de notre coopérative. Et tout l'enjeu, ce serait à terme, essayer d'évaluer notre dépendance aux structures capitalistes et au système, puisque même en fait, notre système de financement, même si chez nos financeurs, on est quand même globalement assez regardant sur leur nature, on reste dans un modèle où on est chez nous, chez Common, on est très, très dépendant de la dette. Et donc, dans celle-ci, il y a une part de rémunération du capital, puisque les acteurs financiers prêtent, bien entendu, avec un certain taux, même si clairement, la NEF et ou la Socoden ne peuvent pas trop être qualifiés d'acteurs capitalistes. On est sur un modèle de rémunération du capital qui est pas négligeable. Même si, bon, enfin, on a aucune, là encore, hein, bien sûr, comme chez bon nombre de coopératives, pas de distribution de dividendes, etc. Et à noter les 1050 sociétaires que l'on a depuis peu. Donc, tout ceci nous amène aux licornes. Il me reste 3 minutes, peut-être un peu plus, puisqu'on a commencé pas tout à fait à 19h. Et donc, c'est pour un renouveau du mouvement coopératif. Donc, ici, le propos des licornes, c'est de créer une alliance pour essayer de dépasser les réussites obtenues au XXe siècle et essayer d'engager le mouvement coopératif vers la transition. Pour ça, collectivement, on s'est doté d'une raison d'être qui est celle-ci, donner à chacun, chacune le pouvoir de changer radicalement l'économie pour la mettre au service de l'intérêt général. L'objectif de cette alliance, c'est l'intercoopération. Pour rendre visibles les coopératives de la transition, pour mutualiser des services, pour consolider les modèles économiques et pour rendre viables des entreprises émergentes. Et puis enfin, l'idée de cette alliance, c'est pour mettre un coup de projecteur et montrer aux citoyens et citoyennes et aux élus que nous incarnons une utopie concrète. Qu'est-ce qu'une licorne avec deux E puisque vous aurez sans doute reconnu le pied de nez aux licornes avec un seul O de la Startup Nation, hein, qui ont pour unique vocation de viser une valorisation en bourse mirifique. Chez les licornes avec deux O, on est sur des sociétés coopératives d'intérêt collectif, SIC, donc comme Enercop, ou équivalent, sur des offres qui proposent des offres destinées directement ou indirectement à un grand public et déployées à l'échelle nationale, qui portent une vision d'intérêt général et qui ont des modèles économiques qui renouvellent les modes de production et les habitudes de consommation dans son secteur pour répondre aux enjeux écologiques et sociaux. Donc, initialement, les licornes ont été cofondées par 9 premières coopératives, dont Enercop, Mobicop, pour l'alternative à Blablacar, la Nef, la banque éthique, Label Emmaüs, on pourrait le présenter comme une alternative à Amazon, hein, puisque donc, il valorise des produits reconditionnés issus du réseau Emmaüs, Télécoop, l'opérateur coopératif qui oriente vers la sobriété, donc ma coopérative Common, CopCircuit qui fait de l'intermédiation entre producteurs et consommateurs pour, pour l'alimentation, Railcoop que vous devez bien sûr connaître, et Citis qui est pour de l'autopartage afin de limiter le nombre de voitures en circulation en centre-ville.
Depuis l'Andecop 2023, on a 4 nouvelles coopératives qui sont arrivées. Donc Biocop, je vais m'abstenir de la présenter puisque je pense que tout le monde la connaît. Tank, c'est une plateforme, en fait, on pourrait le qualifier d'alternative à Netflix qui propose des documentaires ultra qualitatifs que personne d'autre ne financerait. Donc on est vraiment sur de la production culturelle qui est très intéressante. Et donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça se base sur des abonnements et vous pouvez bénéficier de leurs documentaires en ligne. Etikado, c'est une alternative aux cartes cadeaux qui va réorienter les chèques cadeaux vers des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou des acteurs qui font beaucoup plus de sens, alors qu'en général, dans ce marché, on avait majoritairement les cartes cadeaux qui étaient données aux employés des entreprises, qui étaient offertes sur Amazon, la Fnac, Apple Store, ce genre de trucs. Là, on a quelque chose qui permet de ponctionner une partie de ce flux financier qui est quand même assez conséquent vers des acteurs qui font sens. WinCop, ça sera la première coopérative qui propose du fret maritime. Et donc, un de leurs premiers projets, c'est l'ouverture d'une ligne entre Marseille, enfin, je ne sais pas si c'est Marseille ou notre ville dans le sud de la France, et Madagascar. Et donc, en fait, il se trouve que Madagascar, c'est un territoire qui est complètement enclavé sur les routes maritimes. Et donc, malgré le fait qu'ils vont y aller à la voile, ils mettront moins de temps que les porte-conteneurs traditionnels, ce qui est très avantageux pour les personnes qui souhaitent exporter des produits de Madagascar vers la métropole et inversement. Et donc, ça sera leur première ligne maritime. Et ils sont en ce moment, je ne sais pas s'ils ont fini leur campagne de levée de fonds pour leur premier bateau. Je crois qu'ils ont clôturé le premier bateau et ils attaquent le deuxième. Donc voilà, donc WinCop, une licorne de la mer. Donc si on essaye de résumer un petit peu en quoi les licornes représentent un contre-modèle des entreprises capitalistes, sous la même forme de schéma qu'on a pu le présenter tout à l'heure. Chez les licornes, dans un premier temps, eh bien, on recherche à répondre à un besoin. Et pour répondre à ce besoin, on va se constituer en structure économique, en entreprise, mais pas n'importe quelle entreprise, qui a pour ambition donc de pérenniser le moyen de production de la structure. C'est-à-dire que comme on l'a vu, le fait de réinjecter les excédents dans l'outil de production, ça permet de viser une pérennité économique qui est plus importante et les études montrent que globalement, les coopératives résistent mieux dans le temps que les startups ou les entreprises classiques qui sont créées. On va avoir en lien avec cette pérennité économique une coopération entre les coopératives, c'est-à-dire que le fait de se constituer en alliance, on va pouvoir bénéficier des uns et des autres de la visibilité offerte par le réseau. Et donc, on va faire des partenariats de com croisés, etc. Et donc, tout ceci va avoir tendance à renforcer nos activités économiques respectives. Et puis, on peut aussi viser à terme de la mutualisation de services ou de salariés, par exemple, ou d'opérations de communication. Enfin, tout un tas de mutualisations qui permettraient de faire des économies pour, une nouvelle fois, pérenniser les activités économiques des coopératives de l'Alliance. Une fois une fois c'est... Alors, un autre élément, pardon, excusez-moi, qui est associé à ces structures, c'est le multisociétariat. C'est-à-dire que chez les sociétés coopératives d'intérêt collectif, on va retrouver tout un ensemble de parties prenantes qui vont aller des clients jusqu'aux producteurs en passant par les partenaires ou les collectivités. Et ce multisociétariat, c'est ce qui donne la dimension intérêt collectif aux structures de type société coopérative d'intérêt collectif. Ce qui fait que la recherche de la réponse aux besoins se fera dans l'intérêt collectif de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, souvent, au sein des licornes, on va avoir plutôt que la vente de produits à outrance pour, comme on l'a vu dans les modèles capitalistes standards, générer de l'abondance, nous, on va avoir tendance à questionner le besoin.
Donc Enercop notamment fait de la formation pour réduire sa consommation énergétique chez soi. Le slogan de City, ça va être la meilleure voiture, c'est celle qu'on ne construit pas, etc. etc. Chez Common, par exemple, si vous allez sur notre site web, vous allez avoir un bouton Je loue un Fairphone, puisqu'on fait de la location de Fairphone. Et juste à côté du bouton Je loue un Fairphone, vous allez avoir En ai-je besoin. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez arriver sur un texte qui vous explique que probablement l'appareil électronique que vous avez déjà dans votre poche, eh bien, il fonctionne et c'est celui-ci qui est le plus responsable. Et donc, il faut décaler la souscription chez notre coopérative. Et donc, ce questionnement du besoin-là, qui est fondamental, théoriquement, ça devrait permettre une baisse de la consommation de ressources. Alors, bien entendu, on n'est pas encore des entreprises décroissantes, mais nos modèles peuvent tendre à une consommation de ressources nettement moins importante. Par ailleurs, le fait que l'on soit donc qu'on s'inscrive dans des structures de type multisociétariat, on va avoir tendance à respecter l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça va passer par le bien-être des personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais ça peut également tendre vers du plaidoyer pour des règles de protection sociale et environnementale beaucoup plus ambitieuses. Quand on est une structure capitaliste classique, si on vient à avoir un chargé des affaires publiques, ce dernier va avoir pour unique mission de préserver les profits de son entreprise. À titre personnel, j'y suis directement confronté puisque avec ma coopérative, on fait du plaidoyer au sein des instances gouvernementales, notamment dans le cadre de l'indice de réparabilité. Et donc, je me confronte aux responsables plaidoyer d'Apple, de Samsung, de Microsoft Co. Et la différence de posture, elle est assez flagrante. On a d'un côté des acteurs qui freinent des cas de fer devant toute mesure qui pourrait paraître ambitieuse, et d'un autre côté des acteurs tels que Alta l'obsolescence programmée, les Amis de la Terre, Green IT et ma coopérative, qui, de par son intérêt collectif, plaident pour des mesures beaucoup plus ambitieuses qui auraient pour mérite de mettre en phase les projets de loi avec les enjeux que l'on connaît. Mais malheureusement, ce n'est pas les coopératives qui sont le plus présentes dans les instances décisionnelles en France et encore moins en Europe. Et sur ce, j'en ai terminé pour la présentation. Ben, merci beaucoup, Adrien, pour ce travail de synthèse qui n'était pas évident étant donné le sujet. Nous avons beaucoup de questions dans le module questions-réponses. Donc, grâce à mes collègues du réseau Enercop, je vais t'en poser une première. Donc, c'est une question de Christophe. Donc, il se demande comment expliquez-vous que les coopératives agricoles françaises, bretonnes et Pays de la Loire notamment, mais aussi dans d'autres régions, soient devenues des monstres capitalistes parmi les pires qui puissent exister? Et il y a une question de Vincent qui fait écho un petit peu à cette question-là. Les coopératives, quand elles grandissent, ne perdent-elles pas un peu leur âme? Donc, il reprend aussi les exemples des coopératives agricoles. Le paysan de base n'a plus de pouvoir et celui-ci est accaparé par une minorité. Bref, autrement dit, n'y a-t-il pas une limite de taille au-delà de laquelle les principes coopératifs se diluent dans le capitalisme? Vaste sujet. Oui, alors effectivement, on pourrait voir ça comme un peu une forme de fatalisme. Je ne sais pas. En fait, dans les coopératives agricoles, je ne suis pas un expert du domaine vraiment sur les coopératives agricoles, mais j'ai l'impression que le multisociétariat offre aux sociétés coopératives d'intérêt collectif plus de garde-fous qu'un modèle qui est détenu uniquement par et pour les agriculteurs, puisqu'il va avoir un peu une pondération des intérêts. Par ailleurs, je pense que les coopératives agricoles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, également en lien avec les politiques agricoles mises en place par ailleurs. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu autant de politiques qui tendent à former des méga-exploitations au détriment des petites, je pense notamment à la PAC, peut-être que on aurait retrouvé au sein
au sein des coopératives agricoles plus de petits agriculteurs que de méga exploitants qui détiennent le pouvoir et, et régissent la politique de la coopérative. Mais j'avoue que je suis de très loin pas un expert dans le domaine des coopératives agricoles. Euh, et puis, je pense que j'ai répondu aux deux questions là ou pas? Je ne sais pas Oui, si c'était oui. suffisamment clair. Donc, il y avait quand même une question sur la limite de la taille. Euh, il est clair que plus on grandit, plus les enjeux d'animation du sociétariat et de maintien d'une vie coopérative riche vont être importants. C'est ce que j'évoquais dans une de mes slides. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur auquel on est tous confrontés. Ouais. Bien. Merci pour ces réponses. Donc, j'ai d'autres questions. Il y avait une demande de, pour repréciser en fait que les coopératives en fait se finançaient par la dette et donc Mm. du coup de demander une demande de reprécision par rapport à ça. Ben, en fait, ça va dépendre des structures coopératives. Moi, je peux parler de ma coopérative que je connais parfaitement, mais c'est probablement pas valable pour toutes. C'est-à-dire que euh, si on dit que les coopératives se financent par la dette, c'est juste que dans les outils de financement des coopératives, il y a plusieurs outils de financement, dont le recours à la dette. Parce que vous n'allez pas avoir l'outil de financement Business Angel qui passe par là et qui investit parce qu'il croit qu'il va avoir une plus-value de ouf dans les années qui viennent. Donc, si les coopératives, enfin toutes les entreprises peuvent recourir à la dette, mais dans notre panel de sources de financement disponibles, eh bien, vu qu'on en a moins, peut-être que euh, chez certaines coopératives, ce recours à la dette-là est plus important que dans d'autres entreprises. Chez nous, il est très important, puisque dans notre modèle, en fait, je ne vais pas vraiment expliquer ce qu'on faisait, mais on fait de la location avec service d'appareils électroniques plus réparables. Et donc, dans un premier temps, on doit acheter les appareils neufs auprès de nos producteurs et on les place dans un système de location où le client va payer les mensualités tous les mois pour bénéficier du produit et de plusieurs services. Ce qui fait qu'en fait, on a un besoin de trésorerie énorme au quotidien pour mettre en circulation des appareils que l'on va amortir sur le temps long. Et donc, nécessairement, pour lancer une activité telle que celle-ci, il faut des capitaux importants. Et donc, alors, par rapport à d'autres projets coopératifs, nous, depuis 2018, on a levé que 1,5 million à peu près, ou 2 millions. Je ne sais plus, je ne suis pas très bon avec les chiffres, c'est pas mon fort dans la coopérative. Mais bon, ça reste somme toute modeste. Mais par exemple, Wincop, eux, sur la création de leur bateau, ben forcément, ils vont avoir différents acteurs autour de la table. Mais là, on parle de besoins de plusieurs dizaines de millions pour la construction de leur bateau. Donc, c'était plutôt en fait mentionner la dette comme un des outils de financement des coopératives. Et si on le mentionne aussi, c'est pour réaffirmer l'importance du sociétariat, puisque souvent les banques demandent que, en face d'une ligne de prêt, il y ait une ligne de capitaux propres importante. Et donc, plus les sociétaires investissent dans les coopératives, plus cela donne un effet de levier pour lever de la dette auprès d'acteurs bancaires. Quoi. Eh bien, merci. Alors, j'ai une autre question de Jonathan qui fera aussi le lien avec les sociétaires, mais plus sur la gouvernance. Donc, les SIC avec des collèges de sociétaires, n'est-ce pas un biais dangereux pour la démocratie dans le monde coopératif? Parfois, il y a un collège Hum. fondateur où moins d'une dizaine de personnes ont 20 à 30% des voix et des milliers de sociétaires particuliers sont noyés dans un collège à 20 ou 30%. Ces structures se vantent de la démocratie coopérative, une personne égale une voix, mais au sein des collèges, et donc pas vrai en pratique. Qu'en pensez? Ben, c'est une très bonne question. On n'en parlait pas plus tard qu'il y a 1 heure avec mes associés, puisqu'on terminait notre assemblée générale, et on constatait de fait ce qu'on pourrait considérer chez Common du sick washing, puisqu'on avait été conseillé au lancement de notre structure de pondérer assez fortement le pouvoir du collège salarié dirigeant. Alors chez nous, il n'y a pas de typologie type fondateur. On a mis porteur, porteuse de projet, dans le sens où on souhaite passer la main à un moment donné.
Mais force est de constater que chez nous, les salariés possèdent 50% du pouvoir décisionnel. Les clients possèdent 20% du pouvoir décisionnel, les investisseurs 15% et les producteurs d'appareils électroniques 15%. Donc, on pourrait considérer que d'un point de vue démocratique, effectivement, c'est absolument pas acceptable. D'autres coopératives sont beaucoup plus horizontales que nous. Je pense notamment au label Emmaüs qui est à 25-25-25 ou et Télécope qui, eux, je crois, je ne suis même pas sûr s'ils ont fait des collèges de vote, mais eux, pour le coup, chez Télécope, c'est une personne égale une voix au sens strict du terme. Nous, on avait été accompagnés pour. Clairement, on nous avait suggéré, au regard de la complexité de notre business model, de garder une portion importante du pouvoir décisionnel dans les premières années pour lancer la coopérative. Est-ce que ça viendra à changer dans les années qui viennent? Je ne sais pas. Mais c'est un sujet qui serait intéressant de mettre sur la table chez nous. Merci beaucoup pour ce retour. Je vais te poser encore une question de Denis. Donc là, c'est plus une solution face à un constat. Le statut ne fait pas la vertu. Les coopératives sont de fait ESS, économie sociale et solidaire, alors que pour la majorité, exemple bancaire ou agricole, elles sont loin d'en adopter les pratiques. Donc on parle d'écart fou de rémunération, d'impacts environnementaux néfastes, de gouvernance peu démocratique, on revient sur la gouvernance, de lucrativité excessive et de non-partage de la valeur. Donc que faire à votre avis? Et on a une suggestion de proposition du mouvement Move ESS avec un lien. Oui, donc en fait, bon là, c'est la question derrière de l'impact. Comment on évalue l'impact? J'imagine si c'est quelqu'un du Move qui a posté ça. Donc oui, évidemment, le statut n'est pas vertu et il y a des déviances dans tous les modèles. Le statut coopératif n'en fait pas exception. Simplement, le statut coopératif présente par en fait, par sa rigidité statutaire, déjà, il protège, par exemple, à contrario du label ESUS. Le label ESUS, il est renouvelé tous les 5 ans. Donc, on peut lancer une entreprise ESUS et au bout de 5 ans, se dire, bah, tiens, en fait, j'ai envie de rentrer en bourse et sortir du label ESUS. Donc, le statut coopératif, on peut effectivement sortir du modèle coopératif après un certain nombre d'années. Des acteurs l'ont fait, hein, mais c'est quand même un peu plus dur parce qu'il faut atteindre un quorum dans les votes suffisants. Enfin, il va falloir convaincre les sociétaires de faire ce passage en force. Donc, au-delà de ça, bien entendu qu'il faut être vigilant et aller creuser en fait derrière chaque déclaration vertueuse, pour ainsi dire. Nous, ce qu'on pratique, c'est de la transparence poussée un peu à l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à exposer nos sources d'incohérence. Sur notre site web chez Common, vous allez pouvoir trouver ce dont on est fier et ce dont on est moins fier. Donc, on a la liste des trucs qu'on trouve classe, et puis on a la liste des trucs où, franchement, bah, c'est pas ouf. Donc, une fois, on a eu un compte Amazon Prime qu'on a utilisé 3 fois dans l'histoire de notre coopérative. On a pris l'avion on a pris 4 vols. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On a listé tous les trucs qui étaient pas, qui étaient pas à la hauteur de nos ambitions. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'évoluer. C'est-à-dire que là, récemment, on était un directoire composé de 4 mecs. Entre le passage de SAS à SA, on avait conservé par un peu rapidité, on avait conservé ce directoire-là qui s'est transformé en CA, en conseil d'administration. Et donc, on avait un conseil d'administration 100% masculin. Là, vendredi, lors de nos précédentes assemblées générales, on est passé de 4 à 14 et on est strictement paritaire. Là, on commence à avoir un conseil d'administration qui représente l'ensemble des parties prenantes de notre coopérative, puisqu'on y a intégré des clients, particuliers, professionnels, des partenaires, des producteurs, etc. Donc, pour répondre à la question, oui, statut n'est pas vertu, c'est
Ça peut se dire partout. Chez les licornes, en tout cas, on essaye d'être assez vigilant sur différents critères. Et voilà. Eh ben, merci. Une question, donc pour notre futur désirable, si on imagine qu'il n'y a plus que des coopératives pour lutter contre les désagréments du capitalisme, il y a une question de Guillaume sur la concurrence en fait entre les coopératives. Donc dans un monde hypothétique rempli de coopératives, il risque d'y avoir aussi la problématique de concurrence et donc la volonté de gagner des parts de marché et donc de vendre plus, etc. Oui ou non? Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Bon alors, bah, moi, là, donc, si on se place dans un schéma utopique, hein, parce que là, si on rêve un peu, s'il y a un monde rempli de coopératives, c'est-à-dire qu'on commence à s'affranchir du capitalisme. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer à mettre en place des trucs sur la base du revenu universel, on peut commencer à avancer sur la rationalisation de nos besoins, sur une décroissance choisie des biens et des services produits. On sera peut-être plus obligé d'avoir autant de structures économiques pour fournir autant de produits. Peut-être qu'on en aura besoin de plus pour du service. Et donc, pour moi, la question de gagner des parts de marché, elle est vraiment liée à la recherche de profit. Aujourd'hui, bien entendu que ben, ma coopérative cherche à gagner des parts de marché sur location boulanger ou sur d'autres acteurs qui font de la location d'appareils pour les pros. Mais si on était dans un monde idéal, ben en fait, on aurait une forme d'adéquation où on aurait suffisamment de structures économiques pour répondre aux justes besoins, et celle-ci n'aurait plus pour obligation de croître puisque on répondrait aux justes besoins. Et comme elle ne serait pas dans la recherche de la quête du profit, elle ne mettrait pas en place tous les trucs qu'on connaît à l'origine de la surproduction, la pub, l'obsolescence marketing, les phénomènes que j'ai décrits avec Amazon, etc. etc. Voilà. Ouais, j'avais justement une question qui était liée à ça, sur la compatibilité de la publicité avec les coopératives, en fait, spécifiquement. Donner envie, montrer un nouveau produit, etc. Ben, la pub, c'est un vaste sujet. En fait, je pense que globalement, chez les licornes, on le fait bien. J'ai du mal à savoir si nos pratiques de communication, elles sont très répandues, mais, euh, mais en tout cas, chez nous, l'objectif, c'est de ne surtout pas pousser au renouvellement des terminaux. Donc, si quelqu'un a un smartphone qui fonctionne et qui vient chez nous parce qu'il nous trouve stylé et qui jette celui qu'il a, c'est complètement aberrant. Donc, nos messages sur le site web, ils sont quand même assez clairs. Mais après, c'est sûr que dès qu'on fait une action de communication, on fait parler de nous et on peut avoir cet effet de bord qui soit présent. Et en même temps, il faut quand même à un moment donné, nous-mêmes, on est dans une phase de croissance qui est nécessaire pour atteindre l'équilibre économique. Euh, et comme on est sur un business model très particulier, cet équilibre, il est toujours un peu décalé dans le temps, mais bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Toujours, mais en tout cas, sur la pub, il faut, je pense, déjà la faire avec parcimonie. Nous, on a eu essayé de faire du Facebook Ad au début, mais on a arrêté. Là, c'est pas exclu qu'on vienne à refaire des Google Ads, mais sur un truc très spécifique, mais on y rechigne. Jamais de la vie, on fera de la pub sur des écrans numériques dans l'espace public, ça c'est mort. Euh, et après, ben ouais, si on paye des encarts dans l'alternative économique ou dans sans transition, bon, ben c'est plutôt sympa. Par contre, si comme on l'a fait une fois, on va financer le groupe Lagardère, là, ça devient un peu plus embêtant. Et puis après, ben, on peut aussi porter un plaidoyer ambitieux sur la pub, c'est-à-dire que dans le cadre des différents projets de loi avec ma coopérative, nous, par exemple, on avait proposé, on avait soutenu des mesures de la Convention citoyenne sur l'interdiction de la pub sur les produits polluants. Donc là, ça se déclinait je sais pas, par l'interdiction de la pub pour les produits électroniques neufs, par exemple. Dans l'indice de durabilité, on avait mis en place un truc, on proposait un indicateur qui
mettait une note inversement proportionnelle au rythme de sortie des appareils chaque année. C'est-à-dire qu'un constructeur qui mettait un appareil sur le marché tous les ans, ben, il avait une moins bonne note que celui qui en mettait en circulation tous les 3 ans. Bon, forcément, cette mesure n'a pas été acceptée, comme vous en doutez bien. Eh oui. Je vais avoir le temps de te poser au moins une dernière question. Donc, on est sur un... Ah, pardon, c'est une question de Jean-Louis. Recourir à la dette est possible grâce aux banques capitalistes. Est-ce que c'est le problème de Railcoop actuellement, pardon. Alors là, Alors, on va dire, le degré de capitalisme des banques, il est assez variable. Nous, on a fait des prêts chez la Nef, le Crédit Coop, la Socoden, France Active. C'est clairement des acteurs enfin, en termes d'impact, c'est pas là où on, on a à rougir, quoi. Si on avait fait un prêt chez la Société Générale ou la BNP, ben là, ça aurait été un peu plus problématique. On pourrait considérer que on finance directement la destruction de l'habitabilité de la vie sur Terre. Euh, donc, est-ce que le fait que l'on contracte des prêts met en difficulté nos structures? Ben, peut-être, mais normalement, c'est une structure qui est bien gérée. Il y a un ratio d'endettement sur fonds propres ou d'endettement. Enfin, franchement, je ne suis pas le directeur administratif financier de ma coopérative. Donc là, je vais peut-être dire des bêtises. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont surveillés de près par les banques avant de nous prêter de l'argent. Et normalement, on ne contracte pas des prêts qu'on n'est pas capable de rembourser, quoi. Enfin, euh, et puis, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas les taux. En fait, nous, je sais, j'avais les chiffres il y a une semaine, mais le pourcentage de remboursement de la dette dans nos charges, ça doit, je crois que c'est 6%. Donc, sur l'ensemble de notre chiffre d'affaires, il me semble, il faudrait que je vérifie cette info, qu'on est à 6% de coûts financiers associés à la dette. Le principal de la charge des charges vient de l'amortissement des appareils, des salaires et puis des locaux, par exemple. Donc, c'est pas significatif pour mettre en difficulté notre coopérative, en tout cas. et donc il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de te poser une question. On va voir si on a le temps d'y répondre complètement parce qu'elle est assez vaste. Déjà, on te remercie pour la présentation qui a été très claire, hein. Et puis, on a une demande pour savoir quels sont les freins en fait qui empêchent les coopératives de se développer. Donc des freins que ce soit internes liés à l'organisation ou aux moyens, ou externes. Donc les banques, partis politiques, on refait le lien avec les banques, partis politiques, chambres de commerce, etc. Donc c'est la question des freins aujourd'hui. Euh, Bon, le frein associé au financement, il est important, c'est-à-dire que comme on ne peut pas faire miroiter des retours sur investissement mirifiques, on va avoir du mal à trouver des investisseurs euh, en grand nombre. Et donc ça peut être un frein. C'est sûr que quand je vois certains concurrents de ma coopérative qui sont capables de payer des opérations de com à plusieurs millions euh, juste sur la base d'une levée de fonds avec des investisseurs ou sur un exercice, ils vont lever 10 millions, ben ça laisse rêveur, quoi. Moi, on me donnerait déjà 500 000 euros pour faire de la com, ce serait juste incroyable. Donc, simplement, donc la question du financement, c'est toujours un des premiers freins qui revient. Après, pour lever ce frein-là, ben, on pourrait imaginer tout un ensemble de propositions législatives. Et donc là, on pourrait parler d'un frein politique. On pourrait se demander dans quelle mesure la BPI, justement, parce qu'il y a eu une question là-dessus, hein, dans la réorientation des investissements qui sont faits actuellement par la Caisse des dépôts et des consignations, la BPI, par ces institutions-là, si on observe le, le-
l'empreinte carbone des investissements faits par ces institutions, il est catastrophique. Donc, si il y avait une réelle volonté politique de réorienter ces investissements, non plus pour aller financer des oléoducs chauffés en Ouganda, mais plutôt des projets coopératifs tels que le nôtre, ou tels que plein d'autres projets coopératifs, enfin, indépendamment de la coopérative, eh bien, peut-être on commencerait à sortir de l'ornière. Ensuite, des freins internes, bien, c'est vrai que la question de l'acculturation des personnes qui viennent travailler dans les coopératives, c'est vraiment important parce que nous, on est encore jeunes, mais on a déjà eu le cas une fois d'une salariée qui est passée chez nous en adoptant une posture en fait de subordination très forte. Elle tenait absolument à nous mettre dans une posture de dirigeant et elle une posture de salarié. Et, elle ne, et alors qu'on essaye toujours en interne d'avoir une approche un peu horizontale, de faire monter les gens en compétences et en autonomie, elle était dans cette demande-là. Et c'était compliqué, ça nous déstabilisait dans nos habitudes. Donc, ça peut être un frein, je pense aussi. Euh, et puis, ben ouais, enfin, il y a et l'animation du sociétariat, ça peut devenir un frein si c'est pas suffisamment bien fait, parce que si on n'arrive pas à mobiliser l'ensemble de nos sociétaires correctement, les intéresser à ce que font nos coopératives, vient le moment de l'AG, si on n'atteint pas les quorums, ben, ça peut clairement handicaper la vie de la coopérative. Merci beaucoup pour la réponse à cette dernière question. Je te remercie aussi pour l'ensemble de ta présentation. Je remercie à toutes et à tous pour vos questions. Avant de quitter le webinaire, on a besoin un peu de vous pour répondre à un rapide questionnaire de satisfaction. Donc j'en profite pour remercier la présentation et le temps que tu nous as accordé. Je remercie également toute l'équipe qui m'aide là, qui m'a aidé à trier un petit peu les questions, qui m'a épaulé pour qu'on puisse vous répondre un maximum. Merci du coup à nos sociétaires et aussi aux personnes qui sont venues participer à ce webinaire. Ça fait partie de la vie coopérative finalement, de la sensibilisation et du travail avec nos sociétaires. Donc vous pourrez accéder au webinaire enregistré sur le village, la plateforme en ligne des sociétaires, mais également sur la chaîne YouTube d'Enercop. N'hésitez pas à poser vos questions a posteriori sur le village. On vous donne donc rendez-vous au prochain webinaire du cycle qui aura lieu le mercredi 13 décembre sur un sujet passionnant puisqu'il s'agit du développement éolien. Voilà, je vous remercie une fois et puis je vous souhaite une bonne soirée.